Salut à tous, je suis Robin, enseignant à pas depuis 10 ans maintenant. Hello, moi c'est Alex et ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je fais ce métier. On a créé la causerie pour aider les professionnels de l'activité physique pour la santé à progresser dans leur carrière. Et pour ça, on a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui font l'activité physique d'aujourd'hui. Qu'ils soient médecins, chercheurs, enseignants à pas, entrepreneurs ou même politiques. On va leur poser plein de questions pour que vous puissiez vous inspirer de leurs expériences et passer à l'action. Allez, Allez, c'est c'est parti. parti. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la causerie. On reçoit aujourd'hui Alexandre Mazéas, qui est docteur en psychologie de la santé. Je ne vais pas aller plus loin pour le présenter. Alexandre, salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut à tous les deux, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, un plaisir d'être avec vous deux aujourd'hui. Donc effectivement, je suis fraîchement docteur en STAPS et en psychologie de la santé et en médecine comportementale, vu que j'ai soutenu ma thèse de doctorat le mois dernier, début février. Euh, donc c'est tout nouveau, mais c'est la suite du coup de 3 ans de travail où du coup je me suis intéressé un peu plus précisément aux apports des interventions digitales. Et j'ai aussi travaillé sur la gamification pour promouvoir l'activité physique de différentes populations, et notamment des patients atteints de maladies chroniques. Je suppose que c'est ça on va s'intéresser aujourd'hui. Exactement. Du coup, toi, ton parcours, c'est quoi? Parce que je sais que du coup, tu viens pas du milieu de l'APA. C'est quoi ton parcours? Comment t'en es arrivé jusque-là à t'intéresser à ce sujet-là? Est-ce que c'est juste par opportunisme, donc on t'est proposé cette thèse, ou c'était vraiment un truc qui a grandi chez toi avec le temps? Ouais. Donc au final, moi j'ai commencé par une licence STAPS éducation motricité du côté de l'UBO à Brest. Ensuite, au fur et à mesure de ma licence, j'ai de plus en plus été passionné par un petit peu tout ce qui est tourné autour de la motivation des individus et la pratique sportive. Je me suis intéressé de plus en plus sur le changement de comportement, comment en fait on pouvait aider les gens à adopter de meilleures habitudes de vie au quotidien. Et sur la fin de ma licence, j'ai mon enseignant de psychologie de Brest, Jules Kermarek, que je salue, qui m'avait dit à ce moment-là, bah écoute Alexandre, si tu veux continuer un petit peu dans cette voie-là et, euh, et, et voir si la recherche ça peut t'intéresser, je te conseille vivement d'aller faire un tour du côté de Grenoble, où du coup il y a le laboratoire Sens qui est un peu expert sur ces thématiques de motivation et de changement de comportement. Donc j'ai fait mes valises et je suis allé du coup de l'autre bout de la France en terre grenobloise où j'ai effectué un master recherche euh, qui m'a du coup initié au traitement de l'analyse de données, à la création, la passation de questionnaires et aussi l'avantage de ce master recherche, c'est que je pouvais un peu le colorer en fonction de mes attraits. Donc, je pouvais choisir aussi des UE qui étaient dans le parcours APA, d'autres qui étaient dans le parcours un peu plus entraînement. Donc, ça me permettait un petit peu de prendre tout ce qui pouvait m'intéresser pour mon projet professionnel et de les mettre dans ce master-là. Et puis ensuite, du coup, à la fin de ce master, j'ai pu décrocher une bourse de thèse pour continuer plus précisément pendant les 3 ans. Et du coup, effectivement, pendant ce master-là, le changement de comportement, je me suis de plus en plus intéressé forcément à la santé. Et, euh, et voilà, et même si du coup, je venais pas d'un parcours à pas de base, euh, rapidement, je me suis intéressé à comment on pouvait du coup promouvoir l'activité physique de ces patients-là au quotidien pour améliorer du coup leur qualité de vie. Ok, donc ça, c'est le sujet de la thèse. Il y a un titre exact au sujet de la thèse? Ouais, bah, toujours les titres, ils sont toujours un petit peu longs. Donc, le titre exact, c'est Développement et évaluation d'une intervention digitale pour promouvoir l'activité physique de patients atteints de maladies chroniques. Donc, Ok. cette thèse-là, je l'ai réalisée donc en co-direction avec Aina Chelabaef de l'Université de Grenoble, Martine Duclos de Clermont-Ferrand, que vous avez déjà eu dans un précédent épisode. Et c'était une thèse CIFRE, donc, que j'ai réalisée en collaboration avec une entreprise, l'entreprise Kipling, que du coup, vous connaissez un petit peu aussi, puisque vous l'avez eu également, vous avez eu Vincent Tarot dans un précédent épisode. C'est ça. Donc on connaît, on commence à bien connaître le sujet.
Du coup, le but, c'était ça, c'est qu'on a déjà eu Vincent sur le sujet un peu entrepreneuriat, mais aussi digitalisation. Moi, ce que j'avais envie de discuter avec toi, c'était plus sur le concret et d'apporter plus des apports plus terrain aux gens qui nous écoutent, aux APA entre autres, mais pas que, sur qu'est-ce qui ressort en gros, c'est quoi les points essentiels qui ressortent de ta thèse et quels enseignements pratiques on peut mettre en place, tu vois, si c'est pas, si c'est ce que tu as fini par trouver, c'est pas trop théorique, tu vois. Oui, bien sûr. Alors du coup, dans ma thèse, je me suis intéressé effectivement à cet impact-là des interventions digitales sur la promotion de l'activité physique, sur le changement de comportement. Donc il y a plusieurs études où en fait, dans un premier temps, j'ai réalisé une méta-analyse pour essayer du coup de quantifier l'efficacité des interventions digitales gamifiées sur le changement de comportement. Alors qu'est-ce que c'est la gamification? C'est tout simplement l'utilisation de mécaniques de jeu à l'intérieur d'interventions digitales pour les rendre plus fun, plus engageantes et faciliter l'engagement des individus dans ces interventions digitales. Parce qu'en fait, le constat qu'on fait assez rapidement, c'est que ces interventions digitales, même si elles sont attrayantes sur le court terme, on se retrouve rapidement avec les mêmes problématiques d'engagement qu'on peut avoir sur des programmes classiques. Et du coup, le postulat de départ de ma thèse, c'était de voir si utiliser un petit peu ces mécaniques de jeu pouvait permettre d'améliorer l'engagement et du coup d'améliorer l'efficacité de ces interventions digitales. Donc, voilà, comme j'ai commencé à le dire, j'ai réalisé dans un premier temps une méta-analyse. C'est en fait tout simplement une revue de littérature où on va agréger les résultats de plusieurs études pour voir déjà s'il y avait un effet. Cette méta-analyse a relevé que bien, il y avait l'utilisation des interventions gamifiées était prometteuse pour venir améliorer du coup l'activité physique de différentes populations, qu'elles soient du coup saines ou atteintes de maladies chroniques, que ce soit pendant le programme, mais aussi avec un plus petit effet, mais qui se maintenait quand même pendant les périodes de suivi post-intervention. Donc déjà, ça c'était intéressant. L'idée de la thèse ensuite, c'était du coup de voir par rapport plus précisément à l'application Kipling, si on obtenait aussi ces mêmes types de résultats avec du changement, réussir en fait à impacter le nombre de pas quotidiens des individus, que ce soit pendant l'intervention et également pendant les périodes de suivi. Donc, j'ai réalisé une première étude un peu plus rétrospective où on a analysé du coup les données de plus de 5000 participants qui ont fait du Kipling entre 2019 et 2022. Donc, à nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes patterns un petit peu que dans cette première méta-analyse. On observe une amélioration du nombre de pas quotidiens chez les participants, à la fois pendant l'intervention. Ça, on s'en doutait un petit peu, c'est le but. Mais cette amélioration, elle se maintient des périodes de suivi. Et puis après, du coup, la dernière partie de la thèse, c'était de venir tester ça, mais directement avec une population atteinte de maladies chroniques. Donc là, on s'est intéressé à une population atteinte d'obésité et de diabète de type 2. Donc on a conduit un essai randomisé contrôlé, un essai clinique au CHU de Clermont-Ferrand, du coup, avec Martine Duclos, et on a inclus une cinquantaine de patients. Et là, du coup, même si les résultats sont plus préliminaires, puisque c'est encore en cours d'analyse, on retrouve à nouveau, en tout cas sur la partie changement de comportement, ces mêmes tendances, une capacité à améliorer l'activité quotidienne des gens pendant le programme, mais également pendant la période de suivi. Ok. Et du coup, tu parlais un peu des aspects théoriques que tu avais aimé en partie de licence. Moi, j'ai le souvenir précis, et j'en parlais juste avant avec Alexandre, des stades de Prochaska. C'est des trucs sur lesquels tu t'appuies, ou c'est des trucs un peu obsolètes et qu'on continue d'utiliser parce que c'est des grands noms, ou est-ce qu'il y a des trucs plus récents qui sont plus à jour et plus proches de la réalité de terrain, quoi. Ouais, bah, totalement. C'est des modèles en fait qui restent pertinents aujourd'hui, mais on se rend compte qu'en fait ils sont plus pertinents pour prédire l'adoption du comportement. Et en fait, ces modèles-là qu'on appelle socio-cognitifs, en fait, ils mettent surtout l'accent sur l'intention des individus. Mais ils prennent un peu moins en considération tout ce qui va graviter autour de la personne, c'est-à-dire tout son environnement social. Ils prennent aussi un peu moins en considération tous les facteurs qui vont être liés à la maintenance du comportement dans le temps. Et aussi, ils prennent moins en considération tous les facteurs qu'on dit un peu plus inconscients, qui sont liés par exemple au poids des habitudes, à tout ce qu'on va faire en fait dans notre quotidien, qui vont faire que l'activité elle n'est pas reliée que à notre intention, mais elle est aussi reliée à un autre facteur qu'on peut pas forcément gérer juste en le décidant de manière spontanée. Et donc, même si ces modèles-là, effectivement, c'est une très bonne base pour
commencer à prédire comment changer de comportement, on a besoin maintenant, aujourd'hui, la littérature est assez claire là-dessus, d'autres éléments pour venir surtout s'intéresser comment on peut maintenir ce changement de comportement dans le temps. Ok. Et du coup, du coup là, dans ta thèse, vous avez, euh, vous avez comparé avec une intervention du coup APA, il me semble, de ce que j'avais lu. C'était quoi en gros c'était quoi le programme en gros en ligne et c'est quoi le programme physique? C'est quoi qu'on a comparé? Ouais. Donc effectivement, ça c'est du coup la dernière étude que je vous ai introduit brièvement tout à l'heure, l'essai clinique, où l'objectif en fait c'était de comparer un petit peu cette intervention digitale Kipling, où on avait du coup à la fois les jeux, avec en plus du coup des séances APA en visio, donc en direct live, par rapport à un programme classique donc d'APA. Donc là c'était le programme du coup du CHU, du service de médecine de sport du CHU de Clermont-Ferrand, qui est donc composé de 3 séances en présentiel par semaine pendant 3 mois, pour un total de 36 séances. Ok. Et donc là, le but, c'était vraiment de se dire, alors effectivement, la santé digitale, les interventions digitales peuvent permettre d'améliorer les programmes actuels, mais pour l'instant, en fait, il n'y avait aucun essai qui s'était vraiment intéressé à comparer un vrai programme par rapport à cette intervention digitale. Donc là, c'était le but, voilà, de venir comparer l'efficacité et aussi surtout ce qui est le volet médico-économique. Donc ça, on doit attendre la fin de l'étude pour pouvoir regarder ça, mais c'est aussi quelque chose qui nous intéresse de voir le coût-efficacité, Oui, bien sûr. coût-utilité entre ces deux interventions. Donc faut te faire revenir quand tu auras sorti sur les coups, quoi. C'est C'est ça, bien, ça nous intéresse, j'en avais parlé avec Vincent, c'était ça le nerf de la guerre au final. C'est est-ce qu'on a vraiment des impacts. Du coup, là, c'est ce qui est lié à l'article 51, si je remets tout en place ou pas? Du coup, non, c'est un autre projet. Du coup, ouais, effectivement, il y a le Kipling qui a un projet sur l'article 101, mais du coup, plus en oncologie. Ok, Là, du coup, on est vraiment, c'est l'essai clinique qui était un peu la pièce maîtresse de ma thèse, on va dire, et qui est du coup sur obésité, diabète de type 2 à Clermont. ok. Et du coup, ça donne quoi? On dit qu'il y a un qui est meilleur que l'autre, parce qu'au final, en fait, moi, ce que je vois quand même, c'est que du coup, moi, ce que je pensais, c'est qu'on avait comparé vraiment que du digital avec que de l'interventionnel, alors que quelque part, si tu as de l'interventionnel à distance, c'était combien de fois par semaine, tu as dit l'interventionnel à distance? Alors, du coup, ouais, l'intervention Kipling, du coup, c'est 3 jeux d'activité physique sur les Oui. 3 mois. Donc, ils ont un jeu de 14 jours par semaine, une petite pause, un autre jeu, une petite pause, etc. Et après, ils avaient du coup 22 séances en tout d'APA, 2 premières en présentiel pour leur apprendre les bons gestes, pour faciliter aussi l'onboarding. Et ensuite, on avait 20 séances avec du coup du digressif. Les 2 premiers mois, c'est 2 séances par semaine. Et le dernier mois, juste une séance par semaine. Pour du coup essayer de les autonomiser au fur et à mesure du programme. Ok. Et du coup, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qu'il en ressort du coup au final de ça, de cette comparaison? Ouais. Du coup, bah, sur l'activité physique pure, sur le nombre de pas quotidiens, bah, du coup, ce qu'on observe, c'est qu'on a une amélioration, enfin, on a une différence significative pendant le programme, mais aussi pendant les périodes de suivi. Donc, les patients du groupe Kipling vont faire plus d'activités, en tout cas plus de pas pendant les 3 mois d'intervention, mais aussi pendant les 6 mois qui suivent. On les a suivis pendant 6 mois après la fin de l'intervention. Donc là, c'est relativement intéressant, mais ça rejoint un petit peu nos hypothèses de base. Parce qu'en fait, on se rend compte, notamment avec Martine Duclos à Clermont, et puis de plus en plus de littérature qui vient observer ça, c'est que on aurait un effet de compensation au sein des programmes APA un peu classiques, qui pourrait s'expliquer par plusieurs raisons, mais en fait qui amènent les patients à diminuer en fait leur activité quotidienne au profit de l'activité qui est implémentée au sein des séances. Ouais, c'est vrai qu'il y a Donc un en vrai. fait, Pourquoi? Enfin, il y a ok. donc non seulement du coup le programme, enfin, l'intervention digitale et la gamification permettraient de contrer un petit peu ce phénomène de compensation naturelle pendant le programme, mais du coup il permettrait aussi d'avoir des patients qui sont plus autonomes sur leurs habitudes sur la période de suivi. Ok. Et du coup, en termes d'augmentation du nombre de pas, tu penses que c'est quoi qui fait la différence? Moi, j'ai jamais utilisé la chance du découpling, mais c'est quoi qui fait la différence entre, enfin, c'est quoi qui joue le plus? Est-ce que c'est le fait que du coup, tu sois avec un appareil du coup, sur ton téléphone, tu aies des relances régulières en mode notification pour dire d'en faire plus? Tu vois, typiquement sur l'iPhone, tu vas avoir
l'appli Form qui est intégrée qui va te dire, ah, bah, aujourd'hui, tu as fait 95% de ton objectif, il te reste 70 pas à faire pour l'atteindre. Est-ce que c'est les notifications ou est-ce que c'est vraiment le jeu, dans le sens où tu as pu voir que le jeu fait qu'ils y retournent naturellement ou c'est la notif qui vient les... Mm. Bah, très bonne question et c'est une question que je me pose encore aujourd'hui parce que du coup, effectivement, dans la thèse, on n'a pas encore la réponse finale, tout simplement parce que c'est assez compliqué de savoir quel est l'ingrédient actif. On a tellement de choses, on a les séances à pas en vidéo, on a ce qu'on appelle du monitoring de l'activité. Les patients qui peuvent suivre leurs pas au quotidien et voir l'évolution de leurs pas pendant toute l'intervention. Il y a les mécaniques de jeu qui les poussent. Donc, en fait, nous faut maintenant de nouvelles études où en fait on arriverait un petit peu à décortiquer l'intervention, tous les modules un à un pour venir un peu voir quel est le plus efficace. Mais effectivement, pour l'instant, on ne sait pas encore trop. On sait que du coup que ça marche dans la globalité. Après, qu'est-ce qui marche le mieux, on ne sait pas trop. Et puis, on peut aussi faire l'hypothèse que le même ingrédient ne va pas marcher pour tout le monde. Oui, bien sûr. Et que voilà, chez certains patients, ils vont peut-être aimer le côté monitoring, suivre leur activité, alors que d'autres, c'est clairement les mécaniques de jeu qui vont les motiver. Ouais, on a besoin de futures études pour venir décortiquer tout ça. Du coup, toi, ta vision, parce que du coup, tu as dû bosser avec des APA, un petit peu, parce que du coup, j'ai compris que la thèse, c'était pas juste évaluation d'un programme, c'était aussi la construction du programme, donc tu as participé à la construction avec les APA. Est-ce que du coup, voilà, eux, ils sont chez Kipling, ces APA, donc ils sont convaincus peut-être que le digital va pas leur piquer leur boulot. Mais une des questions qu'on a eues avec Alex en amont, quand on a préparé l'interview, c'était est-ce que c'est vraiment pertinent, vu notre audience, et de dire que c'est des gens qui sont APA, qui sont dans le sport santé, qui sont surtout dans l'interventionnel, est-ce que c'est pertinent de venir faire venir un mec qui va leur dire regardez le petit téléphone avec le petit jeu et leur taf? C'est quoi Ouais, ton... non, ouais, carrément, très bonne question. Moi, je pense pas parce que moi, je suis assez persuadé que ce qui sera le plus optimal, ça sera vraiment Complémentarité. le bon intermédiaire entre le digital qui apporte des nouveaux outils qui sont une vraie aide pour le changement de comportement, pour proposer des programmes plus complets, et l'humain. Là, du coup, clairement, l'APA qui doit Ouais. rester une pièce maîtresse de ce programme-là. Et bon, déjà, là, du coup, dans ma thèse, j'ai pas testé d'intervention full digital. Au final, à chaque fois, il y a une partie d'humain. On pourrait faire tout avec, je sais pas, soit maintenant, on peut imaginer des choses qui vont un peu loin, de l'IA pour créer des séances, Ouais. un chatbot qui répond aux patients. Mais bon, d'un point de vue personnel, je suis pas sûr que ça soit efficace. Donc, moi, je pense qu'il faut plus voir le digital aujourd'hui comme une opportunité avec de nouveaux outils qui permettent bien de faciliter le travail de l'APA. Après, c'est ça qu'il y a un travail à venir un peu adopter tous ces outils-là dans son quotidien. Et puis l'autre aspect aussi qui est important, c'est que dans l'essai clinique du coup que j'ai mené à Clermont-Ferrand, j'ai essayé d'aller d'au-delà on va dire, la méthodologie classique qu'on fait dans les essais cliniques. En général, on agrège un petit peu tout et on regarde ce qui se passe de manière générale avec des statistiques. Moi, du coup, en plus de ça, j'ai regardé l'évolution d'activité physique de tous les patients sur les 9 mois, un par un. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Donc, il y a aussi sûrement le postulat que le digital n'est pas fait pour tout le monde et qu'en fait, un des gros enjeux maintenant qu'on commence à avoir des outils qui émergent, qui commencent à être validés scientifiquement, comme avec les études que j'ai pu mener dans ma thèse, c'est trouver comment en fait on peut adapter la bonne intervention au bon patient, en sachant qu'il y en a, c'est sûr et certain, ils ont besoin d'un programme APA en présentiel, ils ont besoin d'un soutien social. D'autres, au contraire, ça leur va parfaitement d'avoir une intervention digitale, une intervention gamifiée. Donc, il faut qu'on avance là-dessus. Comment, en fait, quels sont les facteurs, les variables qui peuvent nous aider après à bien guider les personnes vers les différents parcours. Ok, Et vas-y, Alex. ouais, excuse-moi, juste une petite remarque. Je trouve ton travail évidemment très intéressant parce qu'il répond à une vraie problématique de terrain. Les enseignants en ont pas. Première remarque quand on a abordé le thème avec Robin, on le disait, c'est bon, digital a pas. Est-ce que l'intérêt c'est de comparer les uns les autres? Enfin voilà, l'un ne remplace pas l'autre. Je pense qu'effectivement c'est vraiment un outil qui est complémentaire. Euh, pour la simple et bonne raison, enfin en tout cas moi je l'ai remarqué dans ma pratique, c'est le manque de suivi. Manque de suivi des patients, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire.
À chaque fois qu'on voulait mettre des choses en place, soit il y avait des limites institutionnelles, on n'a pas les moyens, on n'a pas enfin voilà, des limites institutionnelles qui faisaient que on ne pouvait pas mettre en place des actions clairement ciblées sur le suivi. Nous, on essayait soit par des petits coups de téléphone, soit par des petites relances de mail, de relancer les gens, savoir où ils en étaient dans leur pratique, tout ça. Bon, le patient, s'il ne veut pas te répondre, il ne te répond pas, donc tu n'as aucun retour, tu n'as aucun feedback. Là, vous êtes vraiment en immersif, vous êtes dans leur poche et vous pouvez justement avoir aussi un regard là-dessus. Et je pense qu'effectivement, et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, il ne faut pas voir les deux choses comme, enfin, en confrontation, mais plus en coopération pour optimiser l'accompagnement du patient. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Et c'est vraiment un problème de terrain qu'on rencontre, enfin en tout cas que moi j'ai rencontré dans ma pratique. Et je pense qu'il faut y réfléchir, il faut y penser. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Et je pense que ton travail met en exergue ça. Et c'est très intéressant. Et je vous invite à aller voir ce que fait Alexandre parce que c'est top. Euh, Moi, du coup, ça me fait directement penser à la suite. Du coup, là, moi, j'avais envie d'éviter de parler de Kipling parce qu'on en a déjà parlé. Mais du coup, est-ce que toi, du coup, tu as connaissance d'autres outils ou d'autres choses qui peuvent être utiles, tu vois, parce qu'on sait que Kipling, du coup, on en a parlé avec Vincent. Aujourd'hui, si tu es un profil en APA et que tu veux te servir d'un outil pour justement accompagner et à faire face à cette problématique de terrain, tu n'as pas grand-chose. Soit, alors, deux questions en fait en une, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des outils tout cons qu'on peut mettre en place auxquels peut-être certains ont déjà pensé, que Alexandre peut-être vient de citer aussi, mais voilà, des messages, choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles qu'on peut mettre en place facilement et qui peuvent être cool? Et deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des outils qu'on ne connaît pas ou que toi, tu as découvert en faisant du coup, toute cette thèse pour accompagner sur le digital autrement qu'avec Kipling, quoi. Effectivement, souvent, en fait, quand on regarde un petit peu le digital et la recherche, on pense directement forcément à des applications qui sont développées avec des belles équipes de développeurs, des choses avec un bel UX, une belle interface, etc. Mais en fait, souvent, il n'y a pas forcément d'aller, enfin, il y a des fois pas besoin d'aller forcément si loin que ça. Une montre connectée qui amène un nombre de pas, utiliser des SMS pour venir pousser des informations, des petites notifications. C'est des choses qui se font de plus en plus, notamment parce que on a plein de pays encore aujourd'hui où, de par la connectivité, de par des problèmes économiques, on ne peut pas proposer des solutions aussi high-tech, on va dire. Donc, en fait, il y a pas mal de chercheurs qui s'intéressent aussi voilà, des méthodes beaucoup plus, comment utiliser le digital de manière plus low-tech. Et moi, de ce que j'ai pu lire, effectivement, ce qui marche souvent très bien, c'est en fait des choses toutes simples, mais des textos, des messages, apprendre les gens à utiliser une montre connectée. Après, forcément, là, il y a aussi un coût. Mais voilà, en général, l'une des techniques qui marche les mieux dans les interventions un peu comportementales, c'est ce qu'on appelle le self-monitoring. C'est apprendre à la personne à venir monitorer d'elle-même son activité. Et en fait, c'est là que le digital est un super outil parce que aujourd'hui, on arrive à avoir très aisément notre donnée de pas très facilement. Mais au-delà du coup de savoir juste observer cette donnée-là, l'objectif c'est de savoir du coup la monitorer au quotidien, pouvoir la comparer au jour d'avant, pouvoir se projeter. C'est là ce qu'on appelle la planification de l'action, pouvoir dire allez, ce jour-là j'essaie d'atteindre ce barre de pas. Si j'ai pas réussi, essayer de savoir pourquoi. Donc je pense que très facilement, sans aller effectivement sur des interventions un peu plus complexes, avec une montre connectée, avec même un podomètre, Oui. c'est tout simple, mais il faut juste avoir la donnée de pas. Les podomètres, maintenant, ça coûte vraiment pas cher chez nos amis de Decathlon pour pas leur faire de pub. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment aussi, voilà, qu'est-ce qu'on en fait après. Et c'est ça aussi le problème en général, c'est que des fois, on donne l'objet sans derrière faire tout le côté pédagogique. Et c'est pour ça que ça revient à ce qu'on disait avant, mais l'APA a et aura toujours, à mon avis, une place prépondérante dans ces programmes parce que c'est aussi lui qui va permettre d'apprendre, d'apporter tout ce côté pédagogique aux patients. Ok. Je suis bien d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, c'est clairement mon sujet aussi. Entre autres, la condition physique qui est un sujet. C'est pour ça que j'allais y venir là. Digital, ok. Activité physique, ok. J'ai cru comprendre, je ne sais pas si c'est dans ta thèse à toi. Est-ce que vous avez, enfin, je sais que vous l'avez fait, mais je ne sais pas si c'est dans ta thèse à toi. Est-ce que vous avez comparé, du coup,
là, tu parles de quantité d'activité physique, vous avez parlé de conditions physiques. Ouais. Je sais que du coup, les dispositifs médicaux sur le test de marche 6 minutes et le assis debout, le relevé de chaise, tu l'as utilisé, tu as des trucs là-dessus sur la condition physique? Ouais, alors du coup, ça c'est deux études dans ma thèse. Il y a une, bah, toujours pour cet essai clinique là, DIPAO, qui s'appelle comme ça, c'est plus facile, on va lui donner son petit nom, à Clermont, où effectivement là, en plus de l'activité physique, on s'est intéressé à la condition physique, à la composition corporelle des patients. Et il y a aussi du coup une étude où l'intention c'était de venir valider cette brique dispositif médical qui du coup vise à autonomiser les patients dans du coup la réalisation du test de marche de 6 minutes et du test assis debout. Parce que du coup, avant de pouvoir l'utiliser de manière générale, il faut vérifier que l'application, elle mesure bien ce qu'on peut mesurer. Donc, que tout simplement, sur le TM6, sur l'assis debout, on est sur le bon nombre de répétitions, on est sur le bon nombre de mètres parcourus, mais aussi la reproductibilité. Il faut que du coup, d'une fois à l'autre, on ait à peu près la même donnée et qu'en fait, une fois sur deux, il ne faut pas non plus dans les choux. Donc, euh, donc voilà, il y avait ces deux études-là, l'une pour venir un peu valider scientifiquement cet outil, et l'autre, du coup, on s'est intéressé aux conséquences un petit peu enfin, on a comparé le programme Kipling avec le programme APA classique sur du coup l'évolution au niveau du coup de la performance au test de marche de 6 minutes, au niveau du hand grip, au niveau aussi de la performance au dynamomètre isocinétique pour la force des membres inférieurs. Et pour l'instant, on n'observe pas de différence entre les deux groupes, mais du coup, ça, je préfère prendre avec des pincettes parce que forcément, on n'a pas analysé toutes les données encore. Et le problème, c'est que quand on a un nombre de patients un petit peu inférieur, on risque d'avoir soit des faux positifs, des faux négatifs d'un point de vue statistique. Donc voilà, pour l'instant, c'est intéressant parce que du coup, le programme Kipling, on n'aurait pas forcément de différence avec un programme présentiel sur l'évolution de la condition physique, mais forcément avoir à la fin de l'étude et surtout avoir dans ce qui va être important de faire maintenant après, ça sera de faire un essai à plus large échelle. Donc là, on avait 50 patients, donc on appelle ça un essai clinique de phase 2. Ensuite, la prochaine étape, c'est voilà, vu qu'on a des résultats qui sont convaincants, c'est de venir le tester sur la plus grande échelle, sur 300, 400 patients. Et là, du coup, on n'aura pas de souci sur tout ce qui va être puissance statistique pour pouvoir observer s'il y a un effet ou pas. Ok. Et du coup, là, tu parles de comparaison entre les deux groupes. Ouais. Et du coup, il y a une amélioration de la condition physique entre avant et après pour les deux programmes. Ou c'est pas significatif non plus. Si, du coup, on observe une amélioration à la fois sur le test de marche et la force des membres inférieurs. Ok. Pour l'instant, on n'observe pas de différence sur le hand grip. À voir du coup pareil à la fin. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, on observe quand même une différence sur les deux groupes. Les uns, Il y a pas parce que s'il n'y avait pas d'amélioration et qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, on vire les appâts, on vire les outils numériques. oui, là, pour trouver les choses, il va falloir qu'on aille, effectivement. Ok, du coup, tu as pas mal parlé de suite. Enfin, je sais pas si tu avais. Tiens, si, c'est marrant, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des questions sur ta thèse que, genre, on ne te pose jamais ou on ne te posera jamais parce que tu le sais, mais qui, toi, te font un peu kiffer et que tu aimerais bien dire? Une bonne question. Euh, forcément, il y a tout le côté un petit peu plus méthodologique. En fait, moi, du coup, j'essaye au maximum en fait, de dépasser un peu les méthodes qu'on a classiques. Parce que comme, voilà, en général, c'est venir agréger les données des participants. J'essaye de plus en plus, moi, de m'intéresser à ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon, des N of one. En fait, c'est tout simplement, on s'intéresse à chaque patient, les uns individuellement, pour essayer de voir, en fait, chaque patient individuellement, son évolution dans le temps, et voir quels sont les facteurs qui permettent de prédire son changement de comportement. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est intéressant d'un point de vue recherche, mais c'est aussi directement intéressant pour le patient qui investit du temps dans une étude qui accepte de porter des accéléromètres, de répondre à des questionnaires qui peuvent parfois être longs. Et là, en fait, directement, on peut aider la personne parce qu'en fait, on a assez donné au fur et à mesure du temps. Donc ça, effectivement, on m'en parle pas souvent parce que c'est un peu technique, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, je suis vraiment intéressé aussi par ce côté implication sur le terrain et j'essaye de mettre de plus en plus en place dans mes études. C'est pas des numéros sur une fiche, quoi. C'est ça. C'est ça, Mm. exactement.
Tout à fait. Ok, trop cool. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. La suite pour toi, c'est quoi? La suite à la fois pour toi personnellement, mais aussi la suite du coup de ces sujets. Enfin, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que du coup, tu étais dans le cadre d'une thèse CIFRE, du coup, si tu bien ça, avec Kipling. Est-ce qu'il y a une suite avec Kipling? Est-ce qu'il y a une suite pour toi tout seul? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire quand maintenant que tu as fait 3 ans de gros taf acharné? Bah, du coup, j'ai l'opportunité de continuer dans les prochains mois avec Kipling. C'est quelque chose qui me tient bien à cœur parce que ça va permettre justement d'aller au bout de tous ces projets, voire même de voir un peu comment on peut optimiser tout ça, comment on peut améliorer les programmes. Là où, en général, malheureusement, en les thèses de doctorat, à l'issue de cette thèse, il faut rapidement, en général, se tourner vers un nouveau projet pour avoir de nouveaux financements, etc. Et au final, on est un petit peu, enfin, surtout quand on aime bien le terrain, on est un petit peu frustré de ne pas pouvoir aller assez loin. Là, du coup, c'est une belle opportunité pour pouvoir continuer notre collaboration avec Kipling dans les prochains mois et puis essayer de voir comment on peut encore améliorer le changement de comportement chez nos différents patients. Ok. Et du coup, ça me fait penser, parce que du coup, toi, moi, perso, j'avais eu l'idée il y a un moment en master de continuer sur une thèse. J'avais un peu lâché l'affaire. Alex, non, toi, tu n'étais pas dans ce cas-là? Si, ouais, aussi, ouais. Mais j'ai pas fait de thèse, mais j'avais eu l'idée aussi, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, et je pense que tu as eu la chance, la chance, je pense que tu t'es créé l'opportunité tout seul, je pense pas que que ce soit que de la chance. Mm. Du coup, de tomber sur une thèse CIFRE, du coup, tu es en appui sur une boîte et dans laquelle tu fais du terrain, et je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire ça et qui sont un peu plus effrayés de faire que du labo. Si aujourd'hui, tu avais en face de toi, tu vois, un étudiant de master STAPS, à pas ou pas d'ailleurs, hein, et qui veut faire de la recherche, c'est quoi tes conseils? Du coup, très bonne question. Mes conseils, c'est d'essayer de rapidement essayer de trouver les bonnes personnes. Donc forcément, il y a un côté réseau. Euh, Derrière, réussir à trouver un bon encadrement. Moi, j'ai eu beaucoup de chance du coup d'avoir été encadré par Martine Duclos, par Aina Chalabef durant ma thèse. J'ai eu à la fois des très bon mentorat et puis en plus beaucoup d'autonomie dans les projets que je pouvais développer. Donc, une première chose à faire, en fait, je pense que c'est dès le master, essayer de trouver des gens, des chercheurs, qui soient maîtres de conférences, qui soient professeurs, qui ont du coup les mêmes domaines de recherche qui intéressent les étudiants, et essayer du coup de ficeler assez rapidement un stage en laboratoire qui permet de voir si déjà la recherche ça plaît, parce que du coup, il y a des éléments très intéressants et très stimulants quand on découvre les résultats, quand on écrit les publications. Mais il faut quand même pas mal de temps, passer pas mal de temps à lire. Il faut toujours être un petit peu à jour sur les données. Il faut, en fonction des domaines, mais forcément, mais aussi avoir un peu mettre les mains dans le cambouis et faire un peu de traitement stats. Et du coup, le meilleur moyen, moi, je trouve, c'est de le faire en stage, hein, de découvrir un petit peu toutes les étapes qu'il y a dans un protocole de recherche. Et puis, effectivement, après, moi, j'ai eu la chance de réaliser du coup une thèse CIFRE en collaboration avec une entreprise. Je peux que recommander l'expérience à d'autres personnes. C'était vraiment très intéressant d'être à la frontière entre le monde académique, les laboratoires et le côté très terrain où non seulement il faut venir proposer des innovations, mais il faut que ça soit en accordance avec le terrain. Donc ça permet d'être sûr que, in fine, ce qu'on fait pendant la thèse, ça sert à quelque chose, et ça c'est valorisant, ça motive au quotidien parce que c'est long, une thèse de 3 ans. Donc le plus dur par contre avec les thèses CIF, c'est de réussir forcément à trouver une entreprise qui a du coup, et surtout d'avoir un projet scientifique qui répond aux enjeux et aux besoins à la fois des laboratoires et du terrain chez les entreprises. Mais Ok. tout est faisable, c'est clairement possible. Faut du coup discuter et entretenir un peu son réseau. Avoir le bon projet, quoi. Exactement. Ok. Tu me fais des enchaînements quasiment parfaits à chaque fois. C'est cool. Parce que du coup, tu as dit que c'était cool, la recherche, tout ça, mais qu'il y avait quand même du taf au niveau, notamment, j'entends la lecture. Ouais. Moi, ça, c'est vraiment ma question de perso, de ouf. J'ai l'impression que on nous a beaucoup rabâché, tu sais, en licence, en master, en mode allez vous appuyer sur la recherche scientifique, allez vous appuyer sur des articles, vous êtes une profession, enfin, c'est comme ça que vous allez valoriser votre métier, etc.
Moi, j'ai vu que j'étais très terrain, j'étais un peu dans l'inverse après, en fait, quand j'étais vraiment très terrain, en disant on s'en fout complet de la truc scientifique, il faut multiplier les expériences et voir ce qui se passe concrètement sur l'évaluation, l'entraînement, et s'appuyer tout le temps que sur des trucs validés. Et bah, des fois, ça a des limites. Et moi, ce que je dis souvent en formation avec des éducateurs sportifs, je leur dis, vaut mieux un test pas validé qui évalue ce que tu as envie d'évaluer toi sur ta pratique, plutôt que de prendre un test qui est soi-disant validé, mais en fait qui ne sert à rien. Alors, le test de marche 6 minutes, moi, il y a plein de fois où j'ai fait des tests en débutant, en me disant, mais en fait, qu'est-ce que je fais de mes 445 mètres en fait, pour concrètement l'utiliser pour prescrire une intensité, etc. Ça, c'était mon côté très qui venait de l'athlé et de la perf. Mais c'est pas là que je veux en venir. C'est, en gros, comment on fait aujourd'hui pour se tenir à jour sur les avancées un peu scientifiques, tu vois, sans trop être tout le temps dans la tête dans les lectures et retrouver, j'ai envie de te dire, un peu les top 5 articles, 10 articles sur un sujet quand tu t'intéresses à un truc, quoi. En mode retrouver un peu rapide. Moi, j'ai toujours été bloqué par ça, j'ai toujours eu envie de le faire. Mais en fait, tu te dis, bah, en fait, je suis pris dans mon quotidien et je le fais pas. Est-ce que toi, du coup, qui le fais, est-ce que tu as des petites astuces pour ça? Ouais. Ouais, si je devais donner deux petites astuces, parce qu'effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre et on n'a pas le temps quand on est professionnel de terrain, de venir chercher toutes ces références, ces articles scientifiques. C'est essayer en fait déjà de aller chercher des méta-analyses. Donc ça, c'est un cours notamment que je donne à l'Université de Nantes, à des masters APA. C'est en fait leur apprendre comment on lit une méta-analyse, parce qu'en fait, la méta-analyse, elle fait déjà un peu ce travail-là pour vous. Elle va du coup résumer toute la littérature sur une question et à la fin vous donner une réponse précise. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est moyen? Est-ce qu'il faut adopter? Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire d'un point de vue pratique? À la fin du coup des méta-analyses, il y a toujours une petite partie implication pratique. Donc voilà, ça c'est essayer de. Et en général, en fait, les méta-analyses d'un point de vue purement scientifique, c'est des éléments qui sont souvent cités. Donc en plus, reviennent en général, elles ont une bonne visibilité. Euh, donc voilà, dès que vous avez une question, voir s'il y a une méta-analyse qui existe sur le sujet. Euh, c'est forcément un bon guide. En plus, il y a toujours un peu de littérature autour. Et puis sinon, c'est les réseaux sociaux. Réussir à trouver les bonnes personnes, suivre les bonnes personnes sur les réseaux, notamment un réseau social que avant ma thèse, j'allais pas souvent, mais du coup, je m'y suis mis parce que c'est une mine d'informations, c'est Twitter, où en fait, on a énormément de chercheurs ou de professionnels de terrain qui viennent partager de manière vraiment hebdomadaire toutes leurs lectures et du coup qui font ce tri-là et du coup c'est vraiment un bel outil pour être un peu à jour sans avoir à venir un petit peu fouiller dans les différentes bases de données qui forcément qui sont très chronophages à faire. Donc voilà, les méta-analyses et des outils comme LinkedIn, Twitter où quand on suit les bonnes personnes, elles nous mettent naturellement à jour sur ces Du notions. coup, c'est trop bien parce que Twitter, il faut vraiment que je m'y mette. Tu viens de le dire. Mais je pense que du coup, il y a vraiment un côté éducation de ton fil. Parce qu'en fait, t'évites à. Si tu suis le Stade Brestois ou C'est sûr. avec les bonnes infos, tu vois. euh, du coup, c'est quoi? T'as deux, trois noms ou je sais pas des comptes, parce Ouais, que je ce que sais que j'ai moi, à te sur demander. LinkedIn, j'ai pas mal sur toutes les trucs un peu généraux sur les journaux de médecine, etc. Ça, je les suis. C'est quoi? Tu as des noms un peu vraiment qui viennent en tête, les deux trois ou trucs à suivre? Bah, du coup, faudrait que je réfléchisse un peu plus précisément parce que du coup, il y a des noms qui me viennent un peu à l'esprit, mais qui sont aussi des chercheurs. Donc, faut voir si c'est aussi pertinent. Mais je pourrais clairement vous réfléchir à ça et peut-être vous faire une petite shortlist pour une de vos prochaines newsletters. Mais carrément. Excellente idée, c'est parfait ça. Il est malin. Il a Il est compris très la. bon, il est très très bon. Il a tout. Il a tout. Ok, ça marche. Moi, j'ai plus trop d'autres questions. Arrive après, ça fait un petit moment déjà. On a l'habitude de poser deux questions tout le temps à tous nos invités. La première, c'est une question un peu légère, hein. Pas que tu te tordes le cerveau pour y répondre. On demande souvent si tu avais budget illimité pour améliorer la santé de la population grâce à l'activité physique,
sur quoi tu concentrerais ton argent? Sur quoi tu le mettrais? Très bonne question. Une énorme, Deuxième énorme newsletter. une énorme, une Non, énorme- mais je pense que j'aimerais encore plus activer les ponts que peut y avoir entre la recherche académique et les entreprises et le terrain. Alors, il y a déjà des superbes choses qui existent pour faciliter un petit peu le transfert. Notamment, on a parlé de tests chiffres. Il y a aussi le recrutement des jeunes docteurs qui est facilité par tout ce qui est peut-être bien un peu recherche. En fait, quand on recrute un jeune docteur après sa thèse, il y a des aides pour du coup faciliter le recrutement et du coup l'implémentation de ces profils-là dans les boîtes. Mais si j'avais une carte illimitée, j'essaierais d'aller encore plus loin là-dedans parce qu'en fait, il y a tellement de professionnels de terrain ou d'entreprises qui auraient besoin de ce petit coup de pouce, du coup, un peu données scientifiques, backed by science, pour venir optimiser et pour passer en fait le cap de leur efficacité d'intervention. Et puis de l'autre côté, il y a encore beaucoup trop de belles interventions qui sont développées par des chercheurs, qui sont testées, qui sont efficaces, mais qui restent dans des publications scientifiques. Parce que voilà, il y a cette problématique de la recherche académique. Il faut toujours développer de nouvelles lignes de recherche, il faut toujours développer de nouveaux projets. Et comme je dis un peu avant, on ne va pas souvent assez loin sur les projets et on s'intéresse en général à développer une intervention, la tester, mais après on s'intéresse un petit peu moins à ce qui est de l'implémentation. Donc voilà, si j'avais, je pense que c'est là que j'aimerais bien. Mais tu vois, je m'attendais pas du tout à cette réponse parce que je trouve elle est brillante parce que Bien c'est un sûr. vrai sujet que Mm. je trouve, que je trouve qui, moi, m'énerve sur certains points. C'est que souvent, malheureusement, je trouve qu'on utilise toujours, et c'est pour ça que je te demandais pour Prochaska, parce que j'ai l'impression que moi, dès que je m'intéresse à un sujet, je vais voir un peu les fondements scientifiques sur lesquels je m'appuie et je me dis, ah ouais, ça date des années 70, quoi. Je me dis, des fois, il doit y avoir des mecs, là, des gens qui savent des trucs que moi, je sais pas. Je pourrais m'en servir, tu vois. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, enfin, pas longtemps, il y a 7 ans maintenant. Alex, il sait de quoi je vais parler parce que j'ai bossé dans cette boîte. J'ai bossé dans une boîte qui développait un outil d'évaluation de la condition physique, Activity Lab. Et typiquement, moi, quand j'ai rencontré son fondateur, Daniel Mercier, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu le savant fou qui. Alors lui, du coup, c'est beaucoup moins académique, c'était plus terrain et mettre des trucs en hypothèse. Et du coup, on crée une boîte pour essayer de faire connaître ses avancées. Et je trouve ça trop dommage parce que du coup, justement, là, il y avait un outil d'évaluation de la condition physique qui était vraiment incroyable et Alex l'a utilisé et moi aussi. Et vraiment, du coup, il est trop, trop bien et j'en suis convaincu. J'ai pas besoin d'avoir une validation scientifique pour le dire. Et je l'ai utilisé sur des centaines de patients. Alex, pareil, et plein d'autres pros. Et ben, il n'est pas validé. Et parce qu'en fait, c'est hyper compliqué pour une boîte qui doit générer de l'argent pour se payer et pour payer ses salariés, d'aller faire, OK, je vais passer peut-être potentiellement 3 ans ou je ne sais pas combien de temps ça dure, une validation de mon outil pour un truc qui, peut-être que ma boîte a le temps de mourir quoi d'ici là. Et je trouve que c'est un vrai sujet. Et je pense que sur le sujet-là, il y en a. Et si sur ce sujet-là, il y en a, je pense qu'il y en a sur tous les autres sujets de l'activité physique. Ouais, c'est clair. Et des fois, on s'appuie sur des trucs qui sont hyper vieux et c'est dommage, quoi. Notamment, ouais, là-dedans, pour rebondir là-dessus, il y a effectivement deux choses qui vont me tenir à cœur un petit peu sur les prochains mois, prochaines années. C'est effectivement, à mon humble échelle, mais réussir à peut-être faciliter ce transfert de connaissances entre les deux interfaces, peut-être faciliter la diffusion de nouveaux modèles de changement de comportement qui sont effectivement moins connus que les anciens, que les tauliers, mais qui peuvent apporter des nouvelles choses. Et puis, il y a aussi, tu as mis le point sur quelque chose de très compliqué aujourd'hui, c'est effectivement qu'en général, la recherche, c'est un processus long et que malheureusement, des fois, on n'a pas le temps. Des fois, il faut faire tourner la boîte, il faut avoir les résultats avant une levée de fonds, il faut pouvoir avancer sur la question. Donc là aussi, ça rejoint ce que j'ai pu dire avant, mais j'essaie de développer de nouveaux designs expérimentaux, notamment, voilà, on parlait tout à l'heure de suivre les individus un peu plus long, un peu plus précisément, aussi de faire des essais des fois un peu décentralisés. C'est quelque chose que j'ai envie de faire dans les prochaines années pour essayer plus rapidement essayer d'avoir de l'info et s'affranchir un peu des fois où des designs un peu classiques, les gros essais cliniques qui sont super intéressants mais qui sont lourds, Oui. qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont très longs à mettre en place. Donc voilà, essayer de trouver des innovations un petit peu méthodologiques qui nous permettent
d'aller plus vite et de ramener plus rapidement de l'info sur le terrain. Ouais, c'est cool. Mais ça, c'est un truc que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu plusieurs fois de gens qui avaient fait des thèses, d'essayer d'œuvrer pour ça. C'est trop cool d'entendre ça. Ouais. Je sais plus si c'est. Je pense que le Labo Sens, il a dû faire une vidéo il n'y a pas longtemps. Je sais pas si c'est avec. J'ai déjà échangé rapidement avec lui sur les réseaux, mais Layan, non, Layan, Là, Yann Fessler, ouais, qui est Fessler. un collègue doctorant au laboratoire Sens. Ouais. Et je pense que lui, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une vidéo où il présente un peu ce qu'il faisait et il disait que c'était un de ses objectifs aussi de mettre sa puce là-dedans. Et je pense qu'il y a. Je sais pas si tu connais Mélissa Muso. Ouais, je connais très bien. Et du coup, oui, je pense que c'est la même génération, même fac, et du coup, autour de sport scientist. Elle est en master avec moi à Grenoble. Et du coup, c'est pareil, je pense que j'avais déjà entendu dire ça. C'est son vrai sujet. Je vais vraiment parler. On avait déjà échangé un peu tous les deux là-dessus. Et je trouve ça trop cool. Non, mais j'espère qu'en vrai, on va aller là-dessus parce que je pense que ça a vraiment du sens pour l'activité physique en tout cas. Parce qu'il y a du boulot, je pense, dans plein de domaines. Pas que sur la psychologie, la santé, sur plein de trucs. Et je trouve ça con que ça reste dans des labos. Ouais. Ok, et du coup, dernière question. Ça tombe bien, on a parlé un peu de réseau et tout ça. Si tu aimerais voir quelqu'un au micro de la causerie, ce serait qui? C'est compliqué déjà parce que vous avez déjà commencé à avoir une belle liste d'invités. Des noms qui me viennent comme ça. Des gens Il y pas a, forcément, tu vois, forcément des gens voilà, qui sont avec un nom hyper ouais. vendeur. Mais tu vois, des gens qui ont des trucs à apporter en disant tiens, lui, c'est cool ce qu'il dit, quoi. Mm. Justement, pour Bah, faire du ça, coup, ce qu'il y a dans les labos, tu vois, si on peut aider à faire sortir des infos, ça peut être cool. ouais, bah, il y a Noémie Ferré, qui est du coup une collègue de chez Kipling, qui est le médecin référent de Kipling et qui a une casquette intéressante parce qu'elle est à la fois médecin et à la fois APA. Donc ça, c'est un profil assez rare et du coup, toujours intéressant d'échanger avec elle sur les liens un peu, notamment sur la prescription aussi en APA, etc. Du coup, elle est clairement au clair des enjeux qu'il y aura sur les prochaines années là-dessus. Et puis un autre nom qui j'ai pensé assez rapidement, c'est aussi Grégory Nino, qui est du coup chercheur du côté de Montpellier Ouais. et qui bosse beaucoup sur tout ce qui est intervention non médicamenteuse. Donc, clairement, Il m'a dit oui elle est- déjà, mais j'ai pas repris Ah, contact. Mais ça fait 3 fois qu'on me dit non, alors il va falloir le faire venir. Ouais, Grégory Nino. Très bonne idée. Qui était Ça mon revient prof souvent à aussi. François Carré, Grégory Nino, Ouais. et c'est des sujets, c'est des noms qui reviennent. Mm. On a des oui, on a des oui. Après, il faut juste caler les dates, et ça, c'est plus dur avec eux. bah, Du mais coup, ça, hein. est-ce que tu as une dernière question, toi? Moi, j'en ai plus. C'est OK de mon côté, on a quasiment tout balayé. On va être très attentif à la suite de tes travaux pour justement actionner des choses concrètes sur le terrain. Non, non, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton discours vraiment clair et éclairé sur la situation et sur les enjeux aussi euh, du terrain qui, à mon sens, sont primordiaux. Donc, non, non, merci Alexandre. Ouais, Avec grand merci plaisir. Merci à vous deux. Alex.